Comme chaque troisième vendredi du mois, jour d'échéance, échéance mensuelle pour le mois d'avril. Aujourd'hui, les trois sorciers de Smart Bourse sont réunis. Romain Dobré est avec nous, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonsoir Romain. Bonjour Gérard. Merci d'être là. Jean-Luc Hussac avec nous également. Perceval Finance Conseil. Salut Jean-Louis. Bonsoir. Merci d'être là. Et Philippe Béchade avec nous en visioconférence, le président des Éconoclastes et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Salut Philippe. Merci beaucoup d'être avec nous à distance pour cette échéance donc du mois d'avril. Le contrat CAC 40 a expiré cet après-midi à 16h30. Avec, alors, bilan de cette échéance, on commence traditionnellement avec vous ce tour de table, Romain. Bon, en termes de prix, l'échéance du mois de mars avait lieu le 18 mars. On est peu ou prou sur les mêmes niveaux au terme de cette échéance du mois d'avril. Ouais, on a gagné 4,7 points sur l'échéance. C'est un peu ce qu'on annonçait et qu'on pressentait. Difficile de déterminer une tendance forte dans ce marché après un rebond tonitruant et des manques de drivers pour remonter. On a des forces contradictoires qui sont vraiment importantes de chaque côté, des résistances importantes, des supports aussi, on l'a vu. Et donc pas de grande évolution à l'intérieur des indices, c'est ce qu'on pressent sur les indices eux-mêmes. Ouais. En revanche, à l'intérieur, il y a effectivement beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup d'éléments, des choses fortes qui se mettent en place et sur des tendances importantes, pas mal de rotations et des écarts effectivement importants. Donc on termine à 6593,60 l'échéance de mars, 98,30 l'échéance d'avril et on entame le mois de mai sur l'indice parisien avec des opérateurs qui sont toujours prudents, très prudents. Ouais. Une volatilité qui était aux alentours de 26, je crois, déjà sur mai. C'est fort et des opérateurs qui sont toujours couverts, vraiment, qui sont méfiants. Et puis un consensus qu'on entend être méfiant, les opérateurs, et on le comprend assez, n'ont pas très envie de prendre d'initiative sur les niveaux actuels, ça se voit. Donc c'est un marché qui est pas mal arbitré, qui est beaucoup de jeux de spéculation dans un range qu'on avait pas mal identifié, qu'on pourra ajuster, mais avec des zones de densité d'options de vente qui sont bien remarquées et qui correspondent au niveau de support et de résistance majeur sur le marché. C'est 4000. Alors pour commencer par le bas, c'est 4800 points. Au-dessus, on a 5007, 5008, et au-dessus, c'est la zone dans laquelle on se trouve, 5950, 6005. D'accord. Zone de densité d'options de vente. Alors, j'aurais pu le faire dans l'autre sens, mais sous 5950, on n'a pas grand-chose avant 5007, 5008, et sous 5007, 5008. C'est 48. Ouais. Alors ça ne veut pas dire qu'on y aille. On a vu que ces zones servaient souvent de support fort et que la zone 5950-6005 est un support important qui a été préservé et qui donc devrait l'être peut-être dans les semaines qui viennent, avec l'évolution probable toujours dans un trading range, sauf événement fort qui viendrait à déconstruire ce mouvement-là. On rappelle que pour nous, le scénario, c'est quand même l'idée d'un rebond dans une tendance de fond qui est baissière, que ce rebond peut durer que la stagnation peut durer pendant un certain temps avant un risque d'accélération baissière plus marqué, ou alors que la latéralisation se prolonge. Voilà, on n'envisage pas, en tout cas dans l'immédiat, d'aller former de nouveaux plus hauts sur les grands indices. On ne voit pas très bien le momentum et les raisons, tant économiques que techniques, que d'aller chercher de nouveaux plus hauts tout de suite. Non, mais il y a l'idée d'une forme de résilience quand même à court terme. En tout cas, on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais cette neutralité indicielle, si on définit comme étant la tendance du moment, c'est quelque chose qui semble assez solide aujourd'hui. Jean-Luc, vous êtes d'accord avec ça ? Oui. Ouais. Non, mais si vous voulez, sur le plan technique de construction de marché, il faut vraiment regarder la volatilité implicite, comment elle évolue. Et si en début du mois, par exemple, elle était à l'époque à 24, quelque chose comme ça, 25, donc très élevée, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que on s'attend, on anticipe un marché qui va beaucoup bouger et potentiellement beaucoup baisser. Voilà. Surtout quand on regarde, si vous voulez, comment les volatilités implicites sont anticipées en cas de repli. Et à l'époque, on se décalait vers 5008 et on voyait les volatilités implicites monter à 36, 37, etc. Donc, si vous voulez, les acteurs se protègent et en tout cas anticipent quelque chose de violent. Alors, est-ce qu'on est sorti en gros de ce cône, parce que c'est valable à la hausse et à la baisse ? Non, puisqu'on est resté entre d'étroites limites. Ouais. Donc, on peut dire que en aucun cas, les forces de construction ont agi sur on s'y attendait pas, il faut agir, si vous voulez. Non, le marché avait prévu pire, et ça a été moins fort. Ouais.
Donc, sur le plan, si vous voulez, construction, technique, etc., on n'a pas eu un effet amplificateur fort dans des mouvements. On a eu des attentes, à un moment donné, un peu optimistes, c'est vrai. Et puis on a alterné optimisme, crispation. J'ai jamais employé le mot panique ou peur. Crispation. Pas plus que ça. Et d'ailleurs, ça a été le cas tout le mois. Donc, et on est toujours comme ça. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, Romain, il y a 2 secondes, on est sur mai à 26 de vol implicite, 26, 27, 25. On évolue. Voilà, ça remonte un petit peu, ça se calme, c'est normal. Donc on anticipe encore quelque chose de potentiellement fort, potentiellement qui va beaucoup bouger, etc. Et on voit pas la fin des problèmes tout de suite. Non. Oui. Et donc on a beaucoup d'acteurs qui sont très méfiants, peu investis et protégés, ou en tout cas, si vous voulez, ils n'ont pas vendu l'assurance de la protection à d'autres, si vous voulez. Souvent, on voit des gens, ils vendent des poutres, ils en vendent trop, et du coup, quand ça baisse, ils se retrouvent obligés de vendre. C'est un peu c'est la contrainte qui agit sur le fait qu'ils sont obligés de vendre. Là, pas du tout. Donc, on peut dire que sur le plan de construction, c'est très sain. Mais ça fait longtemps que c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est pour ça que je disais, la hausse s'est faite avec une volatilité implicite très élevée. Et c'est pour ça que sur le plan de la construction et de l'effet domino, il ne peut pas y en avoir. Il peut y en avoir dans une journée où les spéculateurs débouclent en fin de séance, notamment ceux qui font d'intraday. Mais au-delà de ça, non. Donc oui, le marché reste solide. Évidemment, si on avait une nouvelle catastrophique... le monde peut changer du jour au lendemain sur les marchés, on est d'accord. Il faut quelque chose. Mais c'est pas, moi je me souviens, parce on se souvient, alors tout le monde est dans les comparaisons, dernier cycle de resserrement monétaire 2018. 2018, il y avait eu cet épisode, par exemple, Volmageddon, vous vous souvenez, où il y avait eu cette espèce de crack. Là, c'est pas du tout... La construction de marché permet d'évacuer ce genre de scénario à ce stade aujourd'hui, c'est ça. Et je vous l'ai répété il y a le mois dernier, les mois d'avant, en vous disant, oui, bien sûr, ça peut baisser, c'est logique qu'on revienne vers 6005, bon, on était allé plus bas, mais on est allé chercher même 5750, mais ça a vite rebondi, ça a été un mouvement très éphémère, qui n'a pas été accompagné de conviction. On n'a pas vu des ventes fortes, on n'a pas vu de relais à des ventes... c'est resté très ponctuel, avec des ajustements, c'est tous les divergences dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le CAC 40, il ne s'est pas passé grand-chose, mais à l'intérieur, sur des valeurs, il y en a qui ont fait des moins 20, moins 25, et d'autres qui ont fait des plus 15, des plus 1. Donc oui, il y a des violences à l'intérieur, mais voilà, globalement, ça reste équilibré, tranquille, méfiant, surtout méfiant, bien évidemment. C'est ce qu'on disait aussi, Romain, depuis plusieurs semaines. Le marché est toujours resté hyper technique, au point près, parfois, quand on regarde ça au quotidien. Et de ce point de vue-là, effectivement, personne n'a été pris vraiment à revers, ou personne ne s'est retrouvé à un moment la tête sous l'eau, d'une certaine manière. Mais non, parce que les éléments surprenants, qui étaient le conflit en Ukraine notamment, se sont produits dans un contexte où les opérateurs étaient déjà prudents. On avait noté un niveau de couverture extrêmement important aux États-Unis. On notait que les opérateurs et même les particuliers, la clientèle retail, étaient couvertes, qu'ils étaient prévenus parce que le marché avait beaucoup progressé, parce qu'on attendait une politique de resserrement monétaire, parce que l'inflation. Et donc, on ne se protégeait pas pour les raisons de la guerre en Ukraine, mais on se protégeait pour d'autres raisons qui ont tombaient à point nommé d'une certaine manière. Le choc. Et c'est une bonne démonstration de ce que représente un des portefeuilles couverts, c'est qu'en cas d'accélération baissière, si les opérateurs sont déjà couverts, il n'y a pas ce phénomène de panique, les protections font leur effet. Et donc, on le constate aujourd'hui aux États-Unis et donc sur le CBOT. Le niveau de couverture a un petit peu baissé par rapport à l'échéance précédente, mais on reste toujours assez couvert. Le ratio de couverture global, sur l'indice, il était à 1,28. Il était à 1,50 le mois dernier. Avant des moments d'excès d'optimisme, d'euphorie, on était plutôt à 0,78. Donc, on a toujours des opérateurs qui sont relativement prudents. Une position ouverte globale qui s'est même un tout petit peu, qui est un peu diminuée. Donc, il n'y a pas d'éléments forts et de risques majeurs dans ce contexte-là. En revanche, on a des forces opposées. On a vu un peu de pression baissière sur le futur CAC 40, on ne l'avait pas eu depuis longtemps, contre 6730 points. Et puis, on a en contrepartie des opérateurs couverts, des liquidités, une volonté d'acheter sur repli, l'observation de nouveaux secteurs, des opérateurs qui s'intéressent à des valeurs, puis on redécouvre des valeurs aussi. Des valeurs comme Vallourec, comme CGG, qui étaient complètement oubliées depuis très longtemps, des valeurs très en retard, comme Fugro, des plus petits titres. Et puis, on voit des mouvements qui se mettent en place et des conseils qui changent aussi, des recommandations qui changent sur des valeurs comme Alstom. Donc, il y a un relais qui est en train de se mettre en place sur
certaines, pas toutes, mais on imagine qu'il y a des choses qui peuvent se mettre en place de ce côté-là. Pour l'instant, c'est très difficile à lire et à quelques semaines, on va devoir observer au fur et à mesure et ajuster. C'est ce qu'on fait et on est assez agile dans notre gestion des allocations parce que le scénario peut évoluer assez rapidement. C'est ça. Pour l'instant, qu'est-ce qui est une vraie tendance? Qu'est-ce qui est plutôt un faux signal ou un bruit de marché tactique? C'est pas facile à identifier aujourd'hui. Et voilà, il y a ce gap de rupture du 16 mars qui était important et on est allé mettre un pied à l'intérieur. Finalement, on le préserve. Donc, on donne des petits signaux de fragilité, puis finalement, on se reprend. Et là, on attend en fait les résultats microéconomiques et on va aller voir dossier par dossier ce qui va se produire sur les marchés. On reviendra peut-être sur les nouvelles tendances sectorielles, ce qui a pu bouger au cours des dernières semaines. Philippe, votre bilan de cette échéance d'avril, sur les indices actions, je ne sais pas s'il y a d'autres éléments à apporter, c'est vraiment la camisole, comme vous la décrivez depuis des années maintenant, Philippe, en tout cas dans la séquence dans laquelle on se trouve aujourd'hui. En revanche, là où ça bouge, peut-être un peu plus, c'est sur le Forex, sur le marché des devises. Oui, this day is the day, puisque on enfonce brutalement, c'est arrivé, une heure après la fin de la conférence de presse de Christine Lagarde, on a enfoncé les 1,0810 contre dollar, et on s'est enfoncé comme un plomb jusque vers 1,0765, ce qu'on n'avait pas vu depuis le 15 mai 2020. Voilà. Derrière, je pressens qu'on ira voir 1,0640, et là, si ça ne tient pas sur 1,0640, j'ai peur qu'on retrouve des anticipations de parité 1 euro égale 1 dollar. Alors l'euro, oui, il a vraiment pris un gros coup sur la tête face au dollar. Il tient un petit peu mieux face au franc suisse puisque l'écart est d'environ 0,3 aujourd'hui à la baisse, donc 0,3 à comparer avec moins 0,8 ou moins 0,9 à l'instant. Manifestement, les courbistes étaient très très positionnés sur cette paire. Donc, Christine Lagarde, elle nous dit quoi? Et bien que la prochaine hausse de taux, elle va attendre l'automne, qu'on ait terminé le programme APP. Et pendant ce temps-là, vous avez des membres de la Fed qui disent que 50 points de base à la prochaine réunion. Ah, mais ça sera peut-être pas suffisant. Peut-être qu'il faudrait mettre, je sais pas à quoi ils pensent. 75, 100 points, c'est fou. D'ici que la BCE bouge le petit doigt, les taux longs américains, ils seront à 200. Enfin, ils seront à 2%, quoi. Mais il va rester quoi de l'euro dans cette histoire? Et du coup, si l'euro dévisse vers un 0,640, ça veut dire que là, en l'espace de quelques jours, le coût de nos importations, il va bondir de 2%, tout simplement. Je ne sais pas comment on va encaisser ça au niveau de la consommation, mais je pense que ça va être de plus en plus compliqué. Donc, ça veut dire parce que, l'histoire de début d'année, c'était quand même l'histoire du pivot hawkish de la BCE qui succédait le pivot hawkish déjà consommé de la Réserve fédérale américaine, et on avait ce sentiment que la BCE essayait de reconverger un petit peu dans le sillage de la Réserve fédérale américaine. Là, vous dites cette convergence, elle est plus aussi évidente. On recrée une forme de différentiel là entre les perspectives de politique monétaire en zone euro versus celle de la Réserve fédérale américaine aujourd'hui. Ouais, c'est une divergence comme on n'en a pas vu depuis la crise de l'euro 2011-2012. Certes, effectivement, 2018, la Fed a monté ses taux, mais on a compris que là, ça allait être plus brutal qu'en 2018. Donc la dernière fois que j'ai vu les politiques monétaires des banques centrales diverger de façon aussi radicale, faut remonter à 1987, quoi. On remonte très très loin. Mais surtout, ce qui est quand même vertigineux, c'est de voir que face à une inflation à 7, la BCE elle a décidé de se donner 6 mois de plus. Mais imaginez qu'on ait présenté ça à la Bundesbank il y a 2 ans. On leur explique à l'automne 2021, l'inflation passera le cap des 5 en Europe, on ne bougera pas, et arrivé à 7, la BCE nous dira on attend 6 mois de plus.
mais les gens de la Bundesbank, ils seraient devenus fous, ils auraient filé leur dame, je sais pas. Enfin, la BCE ne fait pas, elle est quand même en train d'éteindre son programme d'achat d'actifs. Le processus est en cours. Je rappelle que la fin du QE de la Fed, il date du mois de mars, si je dis pas de bêtises, Philippe. C'est-à-dire que la BCE prend quelques mois de plus, mais le programme d'achat net d'actifs, dans la séquence qui est signalée au marché, va s'éteindre à partir du mois de juillet, on va dire les choses comme ça. Hein. Là, on parle de l'écume des choses. Je vous dis, remettez-vous dans la peau de la Bundesbank et on lui dit donc, imaginez, on est à 1 an en arrière et on dit à la Bundesbank, là, l'inflation, elle va passer de 2 à 7 et on va pas bouger. C'est tout le cadre de gestion de l'euro qui vient de se désintégrer. C'est quand même énorme ce à quoi on assiste. C'est énorme, faut qu'on en ait conscience. Personne n'avait imaginé que la BCE resterait l'arme au pied avec une inflation à 3, puis 5, puis 7. Elle va passer vite selon vous. Elle tient quand même un discours qui est le plus hawkish qu'on ait jamais entendu depuis Jean-Claude Trichet. Hein. Alors après, les actes sont encore à venir, mais dans la communication, en tout cas, on peut pas nier la partie hawkish du discours de la BCE aujourd'hui. Mais non, mais la dernière fois que Jean-Claude Trichet parle de monter les taux, on était à 70 d'inflation. Enfin, ça n'a rien de comparable. Et je pense que les marchés n'ont pas du tout réévalué la situation, ni au niveau des marges des entreprises, et on en parlera peut-être plus tard. Mais là, quand vous entendez des discours optimistes sur des croissances à nouveau pas loin de 10 cette année, mais dans la formation des bénéfices des entreprises, dans cette profitabilité, il ne faut pas oublier que l'année dernière, les rachats de titres, ça comptait pour 40%, ou pas loin. Cette année, vous pensez que les entreprises vont continuer de racheter leurs titres au même rythme, avec de l'argent qui est passé de 0 à 2 aux États-Unis? Enfin, je ne sais pas. Enfin, moi, je dis que les marchés sont complètement hors sol. Voilà. Et la seule explication, la seule explication, c'est qu'on est enfermé depuis maintenant 2009, dans un type de gestion qui est 60% actions, 40% obligations pour les profils plutôt offensifs et 60 obligations, 40% actions pour les profils défensifs. Et on reste là-dedans, c'est-à-dire que quand on se prend un crack monumental sur l'obligataire, qu'est-ce qu'on fait de l'argent ? Voilà, c'est les vases communicants, et quelles que soient les circonstances, finalement, on en est à toujours acheter des actions. Les taux baissent, la prime augmente, on achète des actions, et quand l'obligataire se prend la plus forte chute depuis 1994, qu'est-ce qu'on va faire de l'argent ? On achète encore des actions. Non mais ça devient dingue. Bon, c'est le TINA, 10 ans et plus de TINA à l'œuvre aujourd'hui dans ce marché. Je reviens sur l'euro-dollar. Donc, effectivement, le débat de début d'année, je me souviens, c'était effectivement l'idée de la parité. Et puis, il y a eu un mouvement de communication quand même de la BCE qui a permis de rectifier un peu le tir. Mais là, on se retrouve à nouveau avec ce sujet de 1,05 demain et pourquoi pas la parité après-demain. Ouais, Jean-Louis. Toujours baissier. Hein. Oui. La tendance de fond n'avait pas changé. Hein. Non, là, ça n'avait pas changé. Bon, moi, j'ai laissé, on s'en est éloigné, mais c'était un 13,90, mon retournement, il fallait franchir cette zone. Donc là, on est toujours baissier sur le plan technique. Ça devient excessif ou pas ? C'est survendu l'euro ? Les positions sont... Non, il y a des donc le mouvement peut avoir encore de la place pour se développer. Bien sûr. Alors, vous assistez à quoi ? Vous assistez à un dollar qui progresse et vous assistez concomitamment à un euro qui s'affaiblit. Ouais. Vous savez, on aurait pu avoir l'euro qui monte, le dollar qui monte et l'euro qui ne bouge pas. Mais c'est une monnaie par rapport à une autre. Et parfois, il y en a une qui monte et une qui baisse. Donc ça accélère le mouvement. C'est ce qu'on a aujourd'hui. La Banque centrale a peur, évidemment, d'agir sur la croissance, de freiner encore, de casser toute perspective de croissance. Et donc, elle va rester
le marché pense qu'il va être contrainte. C'est-à-dire que le problème, c'est le mot contrainte, de rester dans une politique, en retard, quoi, avec un resserrement monétaire reporté, etc. Enfin, ils vont garder une politique extrêmement prudente. Ils vont pas agir, comme l'a dit évidemment Philippe. Et puis, on peut en effet poursuivre. Ce qui est incroyable, c'est que, sans être trop dans le détail, mais quand on regarde le pricing du marché obligataire, il voit 2 hausses de taux de la BCE cette année et d'autres à suivre en 2023. Donc, il y a quand même l'idée, chez certains intervenants de marché, obligataires en l'occurrence, que la BCE va faire quelque chose. Mais c'est vrai que sur le front du Forex, là, il y a une espèce de capitulation, d'effondrement de l'euro qui est un peu paradoxal par rapport à ce qu'on observe. Les taux restent fermes en zone euro. Il n'y a pas de l'idée que la BCE ne va rien faire d'une certaine manière. Il y a 2 idées un peu antinomiques qui se confrontent, quoi. Il y a une conjugaison de facteurs négatifs pour l'euro et on arrive dans une période où il va y avoir peut-être des ajustements de prévision de résultats de société. Ça va peut-être en plus faire un peu peur parfois. Et c'est vrai qu'on ne voit pas ce qui pourrait faire monter les marchés, mais on voit beaucoup de choses qui pourraient les faire baisser. Et sur le plan de la construction, ça corrobore l'idée de ce qui est constaté, c'est-à-dire que un marché, vous voyez, comme quoi les phénomènes de contrainte de construction sont hyper puissants, parce qu'il n'y a rien qui peut faire baisser, sauf nouvelle forte. Alors, est-ce que cette nouvelle peut devenir impactante, cette tendance sur l'euro-dollar, est-ce qu'elle peut devenir impactante à force ? Probablement, à un moment donné, de toute façon, les excès, les marchés n'aiment pas ça. À un moment, on disait, la baisse de l'euro, c'est bon pour les exportateurs, et quand on prend les grandes valeurs du CAC, beaucoup d'entre elles font du business à travers la planète. Et d'ailleurs, on voit le CAC qui a plutôt bien terminé cette séance avec justement le moteur de la baisse de l'euro. Oui, mais les matières premières, on les paye de plus en plus cher, le pétrole, etc. Donc, de toute façon, à un moment donné... Vous dites la psychologie peut très vite tourner sur... Là, il y a des contrats à terme, les prix sont garantis sur plusieurs mois. Alors, moi, j'ai pas tout regardé, mais j'ai pas vu comment étaient les formes des prix sur même le pétrole. Je sais même pas si on est en backwardation ou en côte à gauche, je sais pas, j'ai pas regardé. Mais en fait, vous avez un marché qui, pour l'instant, accepte cette situation, mais il n'aime pas les excès. À partir de quand on considérera que ça sera déstabilisant? C'est tout. Je comprends. Parce qu'il va falloir quelque chose de puissant pour que le marché réagisse, je pense encore. Voilà, donc pour l'instant, regardez ce qui se passe. 1,07 et quelques, et le marché réagit pas, ils tiennent bien. Mais là, on a une période... Considère pas que c'est encore contre-productif. Non, mais on rentre dans une phase dangereuse. Il faut se méfier. Ça, c'est important. D'accord. Il va falloir se méfier. Les annonces de résultats, les perspectives, ça, je pense que ça n'a jamais été aussi important. À chaque fois, on le dit, mais là, c'est particulièrement chaud, quoi. Sur ces aspects-là, alors Forex et puis publication d'entreprise, on a eu déjà quelques publications symboliques. Je veux dire, LVMH, Hermès, ça a été impeccable. Premier de la classe. Mais la réaction sur les titres, c'est pas un enthousiasme délirant pour des valeurs qui sont déjà en retrait depuis plusieurs mois, voire quelques trimestres maintenant. Et qui devraient profiter et qui, en plus, devraient bénéficier à plein de la baisse de l'euro. Ce qui explique aussi les choses, je pense, c'est que le mouvement se produit assez doucement. C'est-à-dire qu'on a stagné entre 1,08 et 1,11 et que ça se fait pas trop brutalement, même si on voit que le trend était baissier. Donc, c'est un mouvement baissier, une latéralisation et puis peut-être une rupture qui va être à confirmer en rupture hebdomadaire sous 1,08 avec dans ce cas-là une cible graphique qui est du double 1,08 à 1,11 qu'on duplique vers le bas et ça renvoie vers 1,04, 1,05. Donc il y a le fait que le mouvement soit pas trop brutal aussi. Ça permet de limiter l'accélération. Mais en effet, on se jette pas sur le papier au moment des publications et on voit qu'il y a des changements et probablement des changements sectoriels forts. Mais je dis probablement, même si on les constate, on les pressent. On en parlait souvent depuis le mois d'août dernier. Kering, qui était le benchmark, le début, qui diverge complètement dans le parmi les valeurs du secteur et sur laquelle il se passe quelque chose de fort qui forme... Vous nous montriez le graphique là lundi, Hermès versus Kering, ça commence à faire un espèce de grand écart. Exactement, et c'est ce qui se passe. C'est ça ce qu'on appelle le stock picking, c'est qu'on a une logique sectorielle qui n'est plus aussi facile. Avant, quand l'une annonçait de bons résultats, les autres payaient aussi. Ça n'est plus le cas depuis un trimestre, et là, les publications actuelles confirment et montrent la même chose. Alors,
ça a l'air d'être global et donc sur des changements sectoriels qui sont forts. Pour l'instant, comme on n'a pas vraiment de tendance et que c'est beaucoup de stock picking, il n'y a pas beaucoup de choses qui ressortent du côté sectoriel. Il y a des choses très fortes du côté des matières premières, on le sait. Pour moi, ce n'est pas invalidé, c'est même en train de se réactiver. Si on regarde l'indice CRB, oui. Le benchmark, oui. c'est un panier, on le rappelle, de matières premières, 19 matières premières, composées à 30% de pétrole, et qui a accéléré fortement, comme on le sait, en début d'année, a formé une consolidation triangle, et qui est en train, depuis le début de la semaine, de sortir du triangle par le haut. D'accord. Alors, il a déjà pris 5% depuis la sortie du triangle, et le mouvement graphique technique donne encore une dizaine de pourcents possibles, donc pas des mouvements de la même ampleur que ceux qu'on a connus, mais il y a un trend qui se joue de ce côté-là. Donc évidemment, ça a une incidence sur toutes les valeurs du secteur, donc tout ce qui est valeur oil and gas, et puis si on prend des indices liés donc au pétrole et au gaz, et donc les grands indices qu'on regardait aussi, il se passe quelque chose de fondamental et de très long terme. C'est-à-dire que ce secteur-là évolue dans un trading range depuis 2012, donc c'est 10 ans de stagnation. Même si l'amplitude était très large, et il en sort par le haut, avec un indicateur de force relative, donc par rapport à l'Eurostoxx, qui indique qu'il y a un mouvement de fond qui se met en place. Ces mouvements-là, ils sont rares, ils sont lourds, et pour qu'on assiste à un mouvement comme ça, c'est que ce sont des très grosses mains du marché qui rentrent sur ces secteurs-là. Alors, de là à dire que c'est un boulevard et que ça va continuer, c'est pas certain. Il y a des mouvements de ce qu'on appelle throwback, c'est-à-dire qu'on peut aller se réappuyer sur le trading range avant de réaccélérer. Ça, c'est possible parce que le mouvement a été fort depuis janvier et très 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 important sur ces grandes pétrolières notamment, et donc il y a peut-être un peu de surchauffe dans ce mouvement-là, mais c'est un mouvement de fond, et il y a une dynamique aussi qui maintient les indices, qui maintient les marchés, qui montre qu'il y a des mains qui sont en train de travailler et qui sont en train de rentrer dans le marché. Donc si on sort des indices de façon globale et qu'on a un mouvement baissier qui se met en place, il y a des relais qui sont là. Il y a le secteur de la santé qui est plus haut historique, plus haut historique. Sanofi, dont on a souvent parlé ici, que nous, on a eu et pour lesquels on a abandonné, et qui est parti sans nous, on peut le dire parfois, et qui est parti très vite. Oui, parce que c'est des boîtes, ça fait 10 ans que ça dirate un peu ce secteur de la santé, hormis quelques valeurs stars qui ont un statut de valeur de croissance, mais pour le reste, c'était vraiment pas du tout ce qui était sur le devant de la scène. Non, à commencer par Sanofi. Et on la voyait et on se disait, bon, elle est en retard, elle va rattraper. Elle l'a fait, mais au moment où on ne l'attendait plus vraiment, et donc de façon assez rapide, assez brutale, on peut dire déjà que même le secteur, à court terme en tout cas, est un peu en surchauffe. Donc, peut-être un manque de relais de ce côté-là. En revanche, il y a les secteurs où ça se passe un peu mieux. Il y a les télécoms qui montent doucement, qui n'est pas hyper sexy, dont on voit un potentiel pas gigantesque, mais d'une dizaine, quinzaine de pourcents, peut-être 20 dans les mois qui viennent. Puis il y a du dividende, là, on en parlera peut-être après. Mais il y a la performance boursière peut-être qui est un peu moins forte, mais il y a du paiement régulier. Et il y a du paiement régulier, et c'est peut-être aussi ce qui fait que la période va être intéressante. On rappelle qu'dans la période de versement des dividendes, donc mai-juin, il va y avoir sur l'indice CAC 40 100 points sur mai, 50 points sur juin, à peu près, de dividendes versés. Et ça fait qu'on n'a peut-être pas envie de vendre ces titres tout de suite non plus, et d'aller chercher ces valeurs à dividendes, et qu'elles tiennent et qu'elles permettent au marché de tenir aussi. Donc il y a ce phénomène technique qui joue, et effectivement on cherche des défensives, on cherche des valeurs qui tiennent bien. Et il y a quand même le secteur aussi, un secteur dont on parle moins, qui est fort en ce moment, c'est le secteur de l'assurance, qui surperforme nettement. À contraire du secteur bancaire stricto sensu, qui lui a pris quand même une bonne claque depuis l'invasion en Ukraine. Ouais, complètement. Ouais. Et qui l'assurance a mieux tenu. Nettement, qu'on pourrait dire étonnamment, et des valeurs comme... Alors, il y a même de réassurance, puis des valeurs comme Coface aujourd'hui qui donnaient des signaux intéressants de réactivation haussière après des plongeons marqués. Et donc, il y a des choses qui se passent comme ça, un train indiciel. Alors, c'est difficile encore une fois parce qu'il y a des dispersions, mais on remarque quand même des mouvements de fond, et toujours de l'intérêt qui vient en opposition à ces niveaux de résistance majeurs, ces sommets qu'on a du mal à déborder. Jean-Louis, mai, juin, c'est le retour des stratégies dividendes, là, pour les arbitragistes de marché. Il y a 97 points. Bon, après, les pondérations évoluent un petit peu, mais il y a environ 97 points de dividendes sur mai. Et donc on part avec un contrat futur qui va être 100 points plus haut que le cash. Plus bas, que le cash. D'accord. Plus bas. Puisqu'il anticipe la distribution sur le cash. Il se traite pas en dividende. Et donc... ça commence, c'est mardi, je crois qu'il y a Airbus et Stellantis. Il fallait les acheter avant.
mais ils disent que c'est eux qui vont distribuer, les premiers qui vont distribuer. Ça va faire à peu près 10-11 points d'impact. Donc vous allez voir déjà, on va passer de 98, on est pratiquement autour de 98-100. On va se rapprocher de 10 points, vous voyez, et 10 points, et 5 points, et 12 points, etc. Donc ouais, ça c'est important. Il y en a une quinzaine. Comment ? Et il y en a une quinzaine qui vont être... Ouais, donc il y en a un paquet. Mardi, à 7h du matin, il y a les résultats d'ASML aussi. D'ASML, ouais. Ça, c'est important. C'est les plus grosses pondérations de l'Eurostoxx. Ouais. Donc ça, c'est chaud, parce que après, qu'est-ce qu'ils vont dire sur les perspectives, etc. Donc ça, c'est des choses qui vont être suivies. Ce qui explique aussi le fait que le marché tienne bien, le CAC 40, c'est que les grosses pondérations, elles se sont bien comportées depuis ces dernières semaines. LVMH a gagné 7%, Sanofi a gagné beaucoup de terrain, Air Liquide a bien fonctionné, AXA, tu dis c'est Coface a pris 20% depuis le plus bas, mais AXA a bien progressé également, elle pèse quand même assez lourd dans le CAC, elle est plus de, je sais pas, 3-4. Donc... les grosses pondérations, en fait, elles performent. Et comme elles performent, leur cours monte. Et comme leur cours monte, elles représentent de plus en plus de poids dans l'indice. Et évidemment, à un moment donné, on peut arriver à un indice qui performe avec une dizaine de valeurs. Ça peut suffire pour largement créer un décalage, un mouvement très fort. Bon, quand les bancaires se mettent à bouger, par exemple, on voit très bien les divergences entre l'Eurostoxx et le CAC 40, par exemple. Dès que les bancaires prennent 5, 6, 7%, parfois c'est violent, vous voyez le CAC 40 qui gagne, qui surperforme de 10, 20, 30% dans la journée, la perf de l'Eurostoxx. Parce que l'Eurostoxx 50, on a sorti des banques de l'Eurostoxx, est de moins en moins bancaire comparé au CAC 40, qui reste quand même en partie, en tout cas, bancaire. Il y a beaucoup de bancaires. Et voilà, donc... Le marché, en effet, peut tenir avec des valeurs qui vont annoncer. Donc, moi ce qu'on va tous attendre vraiment, c'est plus que les résultats, c'est vraiment les perspectives qui vont être annoncées. Tout le monde se dit, voilà, qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer. Rapidement, Romain. Et juste, oui, effectivement, dans ce sens-là, le consensus est tellement prudent et la surprise est tellement possible qu'une petite surprise haussière dans les jours qui viennent est possible aussi. Pas une accélération très forte. C'est ce que vous disiez, oui. C'est ça. Mais très léger. Court terme, tactique, pour aller chercher entre 6007 et 6008 au mieux sur le CAC. Mais effectivement, dans ce contexte de prudence, de retrait, de vouloir acheter plus bas, il est tel que ça peut cristalliser un petit mouvement d'accélération haussière qui ne changera pas la donne, toujours en range. Philippe, je vous laisse rattraper votre déficit de temps de parole. Et puis, alors, on parlait des excès de marché et des mouvements sur le Forex. Je veux bien peut-être un petit commentaire sur le yen japonais, qui, alors, j'ai même pas retrouvé une longueur de graphique suffisante, mais on est sur des plus bas multi-annuels, voire peut-être multi-décennaux. Enfin, plus de 126 yens contre dollar, c'est ce qu'on a vu cette semaine, avec là une grosse accélération à la baisse du yen contre dollar ces dernières semaines. Oui, on avait comme référence les 125. On est en dessous et je pense que M. Kuroda doit se féliciter puisqu'il a annoncé qu'il fallait revenir aux fondamentaux. Les taux, c'est 0. Voilà, donc la rémunération du yen, elle est dérivée jusque vers 0,25%. Ouh là là. Elle va probablement être ramenée à 0,15, 0,10, puisque 0,10, c'était quand même là la petite marge que la Banque centrale japonaise tolérait. Donc, vous pensez que la Banque centrale du Japon, Philippe, dans un contexte inflationniste assez généralisé, le Japon étant un peu à l'écart quand même des niveaux d'inflation qu'on observait, vous pensez que la BOJ va vouloir reprendre la main sur la petite bulle d'oxygène qu'elle a laissé se développer sur les marchés obligataires ? Ils ont couru après l'inflation pendant 30 ans. Ils désespéraient d'en avoir. Là, ça tend vers les 3%, mais on n'y est pas encore. Je ne sais pas quel est ce prodige qui fait qu'au Japon, ils n'ont pas passé la barre des 5%. En tout cas, ça n'a pas l'air de faire très très peur à la Banque centrale du Japon. Je pense que ce qu'ils voient surtout, c'est ce qui se passe là, 300 km au-delà de leur côte. Vous avez Shanghai qui est confiné, Shenzhen, Ningbo, c'est le plus grand port exportateur du monde,
qui sort juste du lockdown, un yen faible et une Chine qui exporte pas grand-chose, je pense que le Japon se voit bien s'imposer comme un substitut, ou en tout cas pousser son industrie bien comme il faut. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut craindre pour le consommateur japonais s'il y a de l'inflation? On va dire que le dialogue social ne fonctionne pas comme chez nous. Si demain il faut redonner du pouvoir d'achat aux Japonais, je pense que les entreprises feront l'effort. En Europe, on sait que ça sera de toute façon pas le cas. Voilà, ça sera au mieux des chèques par-ci, des chèques par-là, et des négociations branche par branche dans nos industries. Donc le Japon, c'est vrai que c'est quand même un monde à part. Il faut y avoir été pour vraiment le toucher du doigt. Et pour l'instant, donc l'inflation, non, n'est vraiment pas le sujet du moment pour la BOJ. Et je pense que leur vraie stratégie, c'est de reprendre des parts de marché par rapport à la Chine. Ça paraîtrait assez logique. Ouais, donc la politique de yen faible, d'affaiblissement du yen, reste une stratégie valable, cohérente au regard des fondamentaux japonais. Oui, puis ça alimente quelque part le fameux carry trade. Vous savez, vous empruntez en yens pour que vous vendez à découvert, pour ensuite aller acheter des actifs sur des actifs plus rémunérateurs. Donc ça a été longtemps les T-bonds. D'ailleurs, aujourd'hui, avec 2,72 de rendement, c'est pas si mal. On est à 2,95 sur du 20 ans. Voilà. Pour un investisseur, emprunter en yens, le vendre et se retrouver avec du dollar, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Ça, quelque part, c'est une sorte de substitut au quantitative easing de la Fed. Ça génère des acheteurs naturels pour les obligations américaines. Absolument. Oui. Et il faut se mettre aussi à la place de Madame Haneda, retraitée. L'argent n'a rien rapporté au Japon pendant des décennies. C'est les États-Unis qui ont payé les retraites des Japonais. Et j'ai l'impression que tant que ça marche, on continue. Bon, le yen, effectivement, qui est un des mouvements spectaculaires sur le marché des devises, ça reste quand même une devise majeure, même si le Japon est un peu loin des préoccupations immédiates des investisseurs européens ou américains. Pour résumer, messieurs, Romain, Jean-Louis, sur le champ des possibles désormais, après cette neutralisation des indices, c'est ce que vous disiez, Romain, là où on trouve le plus de probabilités, c'est soit un scénario de latéralisation, enfin une tendance assez rangée qui se poursuivrait ainsi, soit plutôt le risque d'une accélération baissière aussi à un moment, peut-être. C'est probablement les deux scénarios les plus forts. Encore une fois, on ne voit pas des débordements aussi très, très rapides. Les ranges sur l'Eurostoxx, c'est 3755, 4039. On a testé 760 cette semaine sur l'Eurostoxx. Le S&P, c'est 4350, 4630. Le Nasdaq, 13070, 15175. Et sur le futur CAC 40, alors si on parle du futur CAC 40 mai, donc 100 points plus bas que l'indice CAC 40 cash, aujourd'hui, c'est la zone 6325-6375 en bas, un niveau médian qui est 6520-6540 qui serait la médiane du range, et puis au-dessus 6007-6008 qui sont les cibles et les extensions probablement maximales qu'on peut aller chercher en cas de débordement et de ce petit contre-pied possible. Si on rompt 6325, on a donc ces zones qui pourraient nous ramener aux alentours de 6000. On ne voit pas de scénario bien pire que ça à court terme, encore une fois dans des considérations de marché traditionnelles. Un petit élément sur du nouveau, et pour être moins optimiste sur le marché, il y a un tout petit peu de renforcement des positions short. Sur le nombre de valeurs qui sont shortées, c'est ça? Exactement. Elles font l'objet de déclaration quand on dépasse 0,5% du capital. Il y en avait 83, 84, il y en a 93 depuis un mois. Un petit peu plus qu'il y en avait précédemment, donc retour peut-être des stratégies baissières un peu plus marquées.
30 secondes, Jean-Luc, pour conclure. On peut rester neutre longtemps ou est-ce que le risque à un moment, c'est plutôt celui de la baisse ? C'est celui de la baisse, mais non. Un vendeur potentiel, enfin un vendeur, c'est un acheteur potentiel, hein. Faut pas l'oublier. Vous vous rendez compte, on vient de passer 45 minutes et on n'a pas parlé de l'impact évident de l'Ukraine, de la guerre. Et c'est fou, non mais c'est fou, parce qu'on s'habitue à tout, hein. C'est ça qui est incroyable. C'est relégué au 4e risque chez les investisseurs. Ouais. Vous vous rendez compte, on s'habitue à tout. Et pourtant, l'impact quand même sur l'euro, il est quand même extrêmement... Tout ce dont on parle est quand même en partie généré par les conséquences de la guerre en Ukraine. C'est pas parce qu'on n'en a pas parlé. Exactement. C'est pour ça que je voulais dire, bon voilà, il y a quand même ce point central qui reste important. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas vraiment parlé parce que il est intégré évidemment. Elle est en cours cette guerre et elle affecte surtout l'euro en effet plus que les marchés actions. Merci beaucoup, messieurs. Merci aux 3 sorciers de Smart Bourse, chaque 3e vendredi du mois, réunis autour de ce micro. Romain Daubry, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. On ne se retrouve pas lundi. Les marchés européens resteront fermés pour le lundi de Pâques et Smart Bourse reviendra mardi à 12h30. Jean-Luc Hussac était avec nous, Perceval Finance Conseil, et Philippe Béchade, bien sûr, président des Éconoclastes et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. On se retrouve dans un mois, messieurs.